Aux côtés des négociations politiques, oui, le processus qui se poursuit au niveau de Doha, mais également au niveau du sport, où également l'on parle de cette visibilité de la République démocratique du Congo à travers les maillots des clubs étrangers. Aux côtés de tous ces sujets, ce sujet également fait débat, oui, maintenir les élèves enceintes dans les classes. On va en parler ici, sur ce plateau, les téléspectateurs, avec des invités. Oui, des invités, pas les moindres. Nous avons Madame Clarisse Fola Tedika, qui est secrétaire permanente provinciale, corps des assistants sociaux. Bonjour et bienvenue, Madame. Bonjour, Madame. Nous avons également Monsieur Barnabé Milingagno, président du parti Leader Congolais pour le Changement. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir de vous recevoir. Pour une première fois, en tout cas, on partage le plateau. La première fois, je suis arrivé par c'est vous. Parce que généralement, je crains les débats. Mais quand j'ai vu la qualité des invités, et puis c'était les 50. Vive les 15 ans. Merci beaucoup. Nous avons M. Sambaï Olivier, qui est président du Cercle axiologique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Madame pour l'invitation. Nous avons également M. Christian Choukourou, cadre de l'UNC. Bonjour et bienvenue également à vous. Bonjour Madame, merci de l'invitation. Je tiens à saluer ici mon ami de très longue date, Barnabé Milingagno. Nous avons une histoire, j'ai tenu à les dire ici sur le plateau. Mais aussi, si vous le permettez, oui, je tiens à demander à mes frères de l'Est que nous croisons les doigts et que justice sera faite les moments venus. Nous aurons également un autre invité, M. Dieudonné Mouchagalusha, qui est du panel des experts de la société civile, qui va nous rejoindre sur ce plateau. Oui, on ouvre le débat. Cela n'empêche d'évoquer aussi ces sujets d'actualité au cours du débat, dont on a évoqué ici notamment le processus de Doha, où l'on retrouve le gouvernement et les FCM 23, mais également la question du football, oui, du sport en République démocratique du Congo, avec ce partenariat avec les clubs étrangers, notamment le FC Barcelone pour les maillots d'entraînement. On va évoquer brièvement toutes ces questions ici sur ce plateau de Ça fait débat. Bonjour et bienvenue une fois de plus à vous tous, aimables téléspectateurs. C'est parti pour le débat. Aujourd'hui, ce circulaire suscite réellement un débat sur le maintien des jeunes filles en période où elles sont enceintes dans les salles de classe. Aujourd'hui, c'est vrai que l'Église catholique s'est levée. Plusieurs mouvements également estiment que ça entre en contradiction avec certaines lois de la République démocratique du Congo. Monsieur Barnabé, on commence par vous. Un honneur, madame, de commencer par moi. Je donne la position de mon parti, Rassemblement des leaders congolais pour le changement. Nous soutenons le non-décrochage des filles enceintes dans les écoles. Notre constitution de la République démocratique du Congo, en son article 217, nous permet d'être en phase avec les lois internationales. En 2015, il y a eu la résolution A70/137 de l'ONU qui demande qui a comme objectif de développement durable, objectif 2030, aucune fille doit être en dehors de l'école. L'UNESCO, en 2019, a voté une résolution sur empêcher le décrochage de jeunes filles à l'école. L'UNICEF, même année 2019, maintenir toutes les filles enceintes à l'école. Alors, nous, comme parti politique qui avons de l'aspiration pour aller au pouvoir, nous pensons qu'il ne faut pas laisser les filles en dehors de la scolarité. Il y a un problème ici, nous sommes un État laïque, madame, on n'est pas religieux. Les gens ont tendance à réfléchir comme protestants, les gens ont tendance à réfléchir comme catholiques. L'État congolais doit construire plusieurs écoles, et c'est à l'État congolais d'encadrer les filles. Parce que nous confondons les causes de la grossesse avec le décrochage. On peut tomber enceinte par erreur. Dieu n'est pas fou pour permettre aux filles d'avoir... D'ailleurs, on me dit qu'actuellement, même à l'âge de 9 ans, à l'âge même de 10 ans, les filles peuvent accéder à ces problèmes-là. On peut être marié et tomber aussi enceinte. Et on n'a pas encore le diplôme d'État.
Notre article 43, qui consacre la gratuité de l'enseignement, ne dit pas que ça concerne les filles non enceintes. Non. Toute fille, enceinte ou pas, doit aller à l'école parce que l'enseignement est gratuit. C'est comme ça que nous pouvons introduire. Parce que notre enseignement aussi, on a tendance à fustiger. D'abord, qu'est-ce qu'on part apprendre encore à l'école en ce 21e siècle chez nous? Nous sommes le seul pays qui enseigne encore aux enfants que la mouche a 4 pattes. Ça ne sert à rien. Nous, quand nous serons aux affaires, nous allons imposer l'enseignement par objectif. Et nous allons réduire de 6 ans parce qu'on traîne beaucoup à l'école, madame. On fait presque 21 ans. Et quand on sort, on ne sait pas quoi faire. On dit encore la ventre, on dit encore la siège. Donc, c'est dit n'importe quoi. Deuxième élément, quand un enfant, par exemple, a un diplôme en maths physique, en quoi est-ce qu'il est capable? On ne sait pas qu'est-ce que quelqu'un qui a un diplôme d'état en maths physique, qu'est-ce qu'il va faire? Nous allons mettre l'enseignement par objectif, juste pour renforcer un peu le savoir de l'enfant. Et chaque enfant doit choisir son option à l'âge de 8 ans. Tu dois déjà savoir qu'est-ce que tu vas, si tu veux être menuisier, si tu veux être informaticien. Parce que aussi il y a l'intelligence artificielle qui arrive. À quoi bon d'aller à l'école juste pour apprendre que la mouche a 4 pattes? Je termine en disant, oui, madame, vous savez, aujourd'hui, c'est devenu très difficile aux jeunes filles de se marier à moins de 20 ans. Pourquoi? Parce que la plupart des filles, vous, les mamans, vous avez écouté vos mamans qui sont venues juste après la colonisation, après l'indépendance. Et ces mamans ont interdit à leurs enfants de ne pas être comme elles, des ménagères. Alors, les mamans ont dit à leurs filles, soyez comme les hommes. Être comme les hommes, ça veut dire quoi? Avoir un diplôme universitaire, présenter une grande émission de renommée internationale, comme ça fait débat. Félicitations, madame. Merci. Mais entre-temps, vous avez commencé à mener beaucoup d'argent. Et les filles aujourd'hui ont beaucoup d'argent. On ne sait plus vous draguer. Donc, une fille qui roule en Range Rover et se trouve à 30 ans, maintenant, elle n'a pas d'enfant. Maintenant, à 35 ans, on commence à exiger des coxes de grossesse à haut risque. Donc, nous pensons qu'il faut encourager la maternité. Encourager la maternité, oui, mais également, on doit parler de la question de la discrimination. Parce que c'est vrai, au niveau de l'éducation, on évoque cette discrimination. Discrimination, mais entre-temps, vous l'avez dit, nous sommes dans un État laïque. Il y a les lois, par exemple. Ici, on parle des élèves. Qui dit élèves, c'est des enfants âgés de moins de 18 ans. Un enfant âgé de moins de 18 ans, dans notre pays, en principe, moins de 18 ans, vous ne pouvez pas vous marier parce que c'est considéré comme c'est un viol. C'est considéré un viol. Aujourd'hui, un enfant de moins de 18 ans qui a des rapports sexuels, ses parents peuvent accuser, même si elle a été consentante, on peut accuser l'homme qui l'a mis enceinte de viol et il sera arrêté. Ce sont des dispositions prises par l'État congolais. Aujourd'hui, la grande question, c'est est-ce que ça n'entre pas en contradiction avec ces décisions prises avant? Et même, je dirais, la praticabilité aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vu avec l'intelligence artificielle des images mettant des enfants avec des uniformes enceintes, oui, n'est pas les discriminer, mais cela va se passer comment dans les salles de classe où l'on est censé tous avoir une discipline, se comporter de la même manière, arriver au même moment, subir les mêmes punitions. Aujourd'hui, accorder cette possibilité à ces dames-là, comment cela va-t-il se faire de manière pratique? C'est la grande interrogation, madame. La décision nous met dans la confusion totale. Était-il opportun de nous sortir ce genre de décision? Si on veut copier, si on veut être bon élève, parce que le partenaire l'ont demandé, mais essayez de voir nos réalités sur terrain. Madame Boutella, vous êtes une maman et je ne vous apprends rien de ce qu'est une grossesse. Réfléchissons un peu à ce scénario où, dans ces 3 premiers mois, la fille se trouve dans une salle de classe
comment est-ce que d'abord l'enseignant va s'y prendre ou faire face à cette réalité dans la salle de classe? Les autres enfants, en voyant ou en regardant cette scène, qu'est-ce que vous les apprenez? C'est-à-dire que vous êtes en train de leur dire que l'interdit est devenu normal. Quelle société nous voulons bâtir? Larousse, madame, définit le verbe éduquer comme former l'esprit, les aptitudes intellectuelles et morales d'une personne, ainsi que lui apprendre les usages de la société et les bonnes manières. Mais nous vivons dans une société qui a une culture. Nos cultures ne tolèrent pas une grossesse quand on est encore aux humanités, mais encore quand on n'est pas encore marié. Déjà, regardez, même les adultes, quand ils ont engrossé dans les quartiers, comment ils vivent dans les quartiers, que ce soit l'homme ou la femme. Mais maintenant, vous officialisez quelque chose d'interdit. Mais quelle société nous voulons bâtir? Après, demain, on va nous dire, comme en Europe maintenant, d'enseigner aux enfants, comme l'a dit l'éco-débatteur Milingagno, comment on fait des bébés. Comment on fait des bébés? Expliquer aux enfants les processus. Mais nous bâtissons quel type de société? Est-ce que, je me répète pour dire, était-il opportun de sortir une décision controversée, non mûrie, une décision qui risque de porter la société congolaise dans les dérives? Mais nous avons des problèmes qu'il faut résoudre, il ne faut pas nous créer d'autres problèmes. Nous vivons dans une société et une culture qui ne tolère pas ce genre de décisions. Mais est-ce que ces décisions, justement, peuvent être prises de commun accord avec les partenaires? Parce que là, on parle des écoles. Oui, on a vu la réaction, par exemple, des responsables des écoles catholiques qui disent carrément non, nous n'allons pas tolérer cela. Est-il, puisque ce ne sont pas que les écoles de l'État, il y a des partenariats qu'il y a entre le gouvernement et justement ces écoles. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des mesures qui sont discutées en amont avant d'être prises réellement, Madame Clarisse? Bien sûr que les mesures qui ont été prises, moi je pense que ça a été mûri parce que le ministère de l'Éducation nationale n'existe pas aujourd'hui. Si je dois prendre ce que le co-débatteur a dit, que c'est du copier-coller, moi je pense que tout ce que nous faisons jusqu'à ce jour a été copier-coller. Parce que moi je suis assistante sociale, je vais dire que cette décision ne vient que renforcer ce qui existe. Parce que la protection sociale fait partie des droits humains. En voulant ne pas garder l'enfant à l'école, ça signifie que vous enfreignez son droit d'être à l'école. Ça ne rentre pas dans les cadres de bafouer les lois internationales ou les lois nationales. Parce que ce n'est qu'une circulaire. Mais il y a beaucoup d'autres lois qui ont été évoquées pour en arriver. Parce qu'il y a même une convention qui lutte sur l'élimination de toute forme de discrimination. Quand l'enfant n'est plus à l'école, ça signifie qu'on l'a discriminé. Vous avez enfreint à son droit à l'éducation. Parce que l'éducation de cette fille-là ou de cet enfant-là fait partie du droit constitutionnel sur l'éducation. Mais justement, est-ce que aujourd'hui, pourquoi on veut prendre cette discrimination de manière négative forcément? Elle n'est pas négative. Le problème, c'est que si on doit regarder réellement les bancs, à l'école, nous allons aujourd'hui, avec ma taille, je n'arrive même pas à bien m'asseoir sur le banc de l'école des enfants de primaire. Ça veut dire que ça a été conçu à la taille et à la forme de ces enfants-là. Aujourd'hui, les uniformes que mettent les enfants
ont été faites de manière à ce que ça ne puisse pas déranger par rapport à leur forme et à leur taille. En enlevant ou en mettant en place ce circulaire, dites-moi, les enfants en question, ils vont commencer à venir en cours quand? Parce que c'est bien beau de dire discrimination, vous l'avez enlevé. Nous savons tous que le premier trimestre de la grossesse, c'est des migraines. Déjà pour nous les adultes, c'est à peine qu'on commence à comprendre que c'est normal. Une première grossesse, c'est compliqué. Mais non pour un enfant, parce que nous ne parlons pas des femmes, nous parlons des filles. Je suis maman. Qui n'arrivent même pas encore à comprendre leur menstruation, à comprendre la grossesse. Et quel message, s'il faudrait parler de discrimination, quel message envoyons-nous au reste des enfants qui sont à l'école et qui étudient normalement et qui ne connaissent rien des hommes et des femmes, du sexe ou encore de grossesse? Merci Madame Poutela. En venant ici, je ne savais pas qui était les co-débatteurs. Maintenant, je trouve que c'est vraiment un débat. Parce que moi, je ne fais que défendre l'enfant. Parce que cet enfant-là n'est plus en situation normale. Il devient en situation difficile. En étant en situation difficile, il est maintenant un enfant spécialisé. C'est-à-dire sa matière, sa situation doit être vue spécialement. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui, cette circulaire-là a été bien mûrie, sûrement qu'il y a aussi des mesures d'encadrement. S'il n'y en a pas, peut-être à travers cette émission, nous allons les proposer. Oui. Parce qu'il faut toujours un mesure d'encadrement. Moi, je vous parle ici, je suis femme. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont la même situation. Ça dépend d'un organisme à un autre. Cet enfant-là que vous avez exclu de l'école doit être sûrement peut-être intelligent ou intelligente. Elle doit être intelligente. Et que vous lui avez exclu de l'école, elle perd tous les processus scolaires. Parce que ça dépend aussi de la manière où sa famille a pris ça, ou elle-même aussi a pris ça. Parce que avant de venir ici, nous avons essayé de parler à plusieurs autres groupes sur les réseaux sociaux. Effectivement, les avis sont partagés. Il y a certains qui disent oui, il y a d'autres qui disent non. Alors, en disant oui, tel que moi je dis oui, je sollicite à ce qu'il y ait des mesures d'encadrement par rapport à cette décision. Parce que s'il y a des mesures d'encadrement, ça suffit quoi? Je vous dis tout à l'heure, là, quand vous m'avez présenté, j'étais la secrétaire permanente provinciale du corps des assistants sociaux. Je n'ai pas amené ça ici. Il y a même une circulaire qui existe depuis 1988. J'ai les coordonnées, je n'ai pas malheureusement l'arrêté en question, où on demandait dans chaque école qu'on puisse mettre un assistant social qui puisse suivre ce genre de cas. Les cas de chèque scolaire, les cas de grossesse, tout a été prévu. Ce n'est que la réaffirmation peut-être de la loi cadre qui concerne l'éducation. Ce n'est que les réaffirmations. C'est que ce qui existe aujourd'hui a existé. Je m'excuse de sortir peut-être dans le débat. On est dans les débats. Le moment où on avait installé les tribunaux pour enfants, tu sais qu'est-ce que les gens ont dit? Ce n'est pas dans notre culture. Aujourd'hui, nous sommes à la 16e année. Aujourd'hui, nous sommes à la 16e année de l'installation des tribunaux pour enfants. Et les gens s'habituent déjà. Donc ça demande un temps, ça demande des processus. Il faut que nous puissions dépasser nos émotions. Parce que là, ce sont les émotions. Et c'est ça notre culture, les émotions. Si ça existe ailleurs, sous d'autres cieux, pourquoi ça ne peut pas exister ici? Parce qu'on n'a pas la même culture. Non. On n'a pas la même culture, madame. Je m'excuse de citer des pays. Si ça existe au Bénin, si ça existe au Burkina Faso, n'est-ce pas que nous sommes tous des Africains? Mais on n'a pas la même culture. Mais ce qui est écrit dans le loi international, c'est notre culture. Mais nous appliquons ça. Pourquoi appliquer? Parce que ce n'est pas notre culture. Est-ce que nous pouvons rentrer dans l'ancestral, dans nos habitudes ancestrales pour revenir à ce que nous faisions, s'habiller pas comme nous nous habillons maintenant? Parce que ça existe même dans nos villages. J'ai eu la chance de faire des provinces. Il y a des enfants qui vont en 4e primaire, ils sont en grossesse, qui partent à l'école. Ça existe dans les villages. 16 ans, il est en 4e primaire, mais il a un mari. Mais maintenant, c'est ça le problème aujourd'hui. Ça entre en contradiction avec les dispositions que nous prenons tous. Comment un enfant que vous estimez qu'il a été violé, abusé, on a vu même des enfants qui ont été mariés, mais dont on a poursuivi les pasteurs, estimant que l'enfant est mineur, il ne peut pas l'épouser, c'est considéré comme un viol.
ici, on en a vu aussi qui a surpris. L'enfant est considéré comme un viol, mais le viol est poursuivi au tribunal, soit pour enfants, soit au tribunal ordinaire. Mais l'enfant qui est à l'école, est-ce qu'on peut l'empêcher d'aller à l'école parce qu'il est enceinte ou parce qu'il doit... C'est la nature même qui va l'empêcher. C'est pourquoi je dis qu'il faut mettre des garde-fous. En mettant des garde-fous, il y a des gens qui font accompagner. Je m'excuse, je vais prendre l'exemple, moi-même mon exemple. Oui. J'étais adulte, bien sûr, j'étais enceinte. Il y a mon papa qui voyait que quand sa fille a étudié, elle doit se marier au temps prévu. J'étais en première licence, je viens annoncer le mariage à mon père. Il me dit, est-ce que tu ne peux pas d'abord attendre? Ce qui m'a pris, je n'ai pas pu attendre. Et le jour de l'examen, j'avais accouché. Et il me dit, demain, c'est la session qui commence, tu vas faire comment? Malheureusement, j'ai accouché, j'ai laissé l'enfant à l'hôpital, je suis allée. Et sur le plan psychologique, j'ai été, j'ai été accompagnée par mon médecin qui me dit, tout ce que tu fais, fais-le. Là, je ne lui ai pas dit que j'étais étudiante. Ça suffit si tu vas au marché, tu peux aller au marché, tu vas dire, parce qu'être enceinte n'est pas une maladie. Monsieur Olivier Sambaye, le sujet fait débat réellement. Aujourd'hui, l'on est en train de parler de la grossesse. Mais c'est une grossesse particulière. Parce que c'est un enfant. Non seulement un enfant, on le dit, les dispositions sont complexes. Est-ce que les mesures d'accompagnement, devrions-nous parler des mesures d'accompagnement de ces enfants-là ou la non-discrimination? Parce que, aujourd'hui, M. Bernabé l'a dit, il y a des enfants qui suivent des cours à domicile. Parce que ne pouvant pas peut-être sortir, ne pouvant pas se déplacer par rapport à la maladie, on accepte que ces enfants suivent des cours, par exemple, en ligne. Pendant la Covid, on a tenté même, avec tous les enfants, de poursuivre les cours en ligne. Est-ce que ce n'est pas les dispositions à mettre en place qui doivent être étudiées en lieu et place d'imposer à la majorité cette discrimination qui, pour certains, estiment que c'est une discrimination négative, d'autres également estiment que c'est une discrimination positive en matière de protéger l'enfant? D'entrée de jeu, je dirais qu'en philosophie du droit, il est clairement dit que la loi elle-même, elle est déjà discriminatoire, la loi. Parce que la loi ne s'applique à celles qui s'y conforment. Vous ne vous conformez pas, la loi elle-même vous sanctionne. C'est ça la discrimination. Vous êtes obligé de vous conformer à cette loi. Dès lors que vous allez à l'encontre, on vous sanctionne. On ne peut pas parler de discrimination dans ce sens qu'il faudrait mettre les filles de côté parce qu'elles sont enceintes. Ce n'est pas de la discrimination à proprement parler. Parce que la grossesse, madame l'a dit, n'est pas une maladie. Parce que ce n'est pas une maladie, on ne va pas exclure comme si c'était la discrimination, mais on doit mettre de côté pour donner non pas la sanction, mais un encadrement. L'encadrement pour l'enfant d'abord, qu'elle se rende compte que la faute commise n'est pas acceptable et que les autres comprennent qu'on ne peut pas perdre une année scolaire. Je ne dis pas l'exclusion définitive du système de l'éducation. Perdre une année scolaire, tu es retardé à cause de l'acte que tu avais commis. Et tu as subi. Voilà. Pas forcément commis. Commettre ou subir. Commettre ou subir, je vais expliciter, madame. Il y a un fait. Je suis enseignant au secondaire, je suis enseignant au niveau supérieur, universitaire. Clarifions les choses. On sait les phénomènes amour scolaire. Ces phénomènes existent. Mais pourquoi nous ne sanctionnons pas quand les enseignants ne sanctionnent pas? Parce que ça fait partie des rumeurs. On n'a pas de preuves. Le préfet ne sait pas sanctionner. Les directeurs des disciplines ne savent pas sanctionner les élèves. Ce sont des soupçons. On n'a pas de preuves. Et on tape du poing sur la table pour interdire l'amour scolaire. Toutes les écoles le font. Imaginons, réfléchissez un peu par l'absurde. Que le responsable de la grossesse soit le condisciple de la fille. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? D'habitude, on exclut les deux. Actuellement, on va faire quoi? Par rapport à la circulaire, qu'est-ce qu'on fera? On exclut qui? Les garçons? On va laisser qui? La fille? Ce n'est pas discriminatoire en ce moment-là. Donc, ce qui veut dire que la circulaire ou la disposition n'a pris qu'une seule partie.
Et pourtant, en tant que ministère, la décision doit être globale. Ce n'est pas une loi, c'est juste une circulaire. On attendra peut-être le décret pour définir. Ce qui manque dans notre pays, c'est le cadre légal par rapport à ces sujets. Rien n'est réglementé. L'UNESCO en 2021 a publié un document qui a présenté la situation des filles enceintes, des mères adolescentes dans l'éducation. Il y a même des recommandations qui ont été formulées. Je rejoins mon aîné Barnabé qui parle de l'article 215 de la Constitution. Quand on ratifie, on ne doit pas prendre des dispositions internationales comme si on était des moutons des panurges. On nous amène. On doit analyser pour l'intégrer par rapport à nos réalités. On a ratifié le protocole de Maputo, l'article 15 parle de l'avortement lorsque... Mais est-ce que nous l'avons appliqué dans notre système de santé? Non, parce qu'on tient compte de nos réalités, de nos cultures. Parlons de l'article 220 du Code de la famille qui définit les mineurs comme individus de l'autre sexe qui n'a pas encore 18 ans. Et c'est à 18 ans qu'on recommande à la fille de contracter le mariage. Article 221 du Code de la famille dit que les mineurs, pour ce qui les concerne, son gouvernement de sa personne est placé sous l'autorité. L'autorité d'une personne. Quand on parle des filles, l'autorité c'est qui? C'est l'État congolais, c'est le ministère. Et ce qui est très intéressant, le ministère a été rebaptisé Éducation nationale, Initiation de la nouvelle citoyenneté. Qu'est-ce qu'est l'éducation? C'est la raison pour laquelle, à un certain moment, je réfléchis en tant que philosophe, en tant qu'ASBEL, on fait des propositions. Nous avons proposé au gouvernement la mise en place d'un conseil national d'éthique qui va réglementer ce genre de dispositions. Ministre, oui, vous proposez l'organe technique, mais faites valider par le conseil national d'éthique qui n'existait pas. On n'a pas un conseil national d'éthique qui traite exclusivement des questions éthiques. Nous avions proposé cela, et je rappelle encore ici, la note, elle est là où elle est. Il faut falloir mettre en place cette discussion-là pour analyser ce genre de situation, et il ne faut pas appeler les spécialistes en matière d'éducation qui réfléchissent sur même les mentalités des enfants. Vous avez parlé tout à l'heure, si j'ai entendu dire les pays ayant adopté. Mais j'ai à moi la liste des pays qui ont adopté, Sud-Afrique. On ne peut pas suivre l'exemple de l'Afrique du Sud en matière d'éducation. On sait ce qui se passe. La Zambie a adopté, Kenya, Ghana, Botswana, ils sont dans cette disposition où les filles enceintes doivent poursuivre les cursus. Au Royaume-Uni, les Européens, avec ce qui se passe, en France, on met en place une disposition de sorte que la fille mère doit suivre un encadrement à domicile. Mais il y a des pays qui continuent à exercer l'exclusion. Vous avez par exemple la Tanzanie, la mesure est répressive. On exclut pour une année après l'accouchement. Vous reprenez les cours. Vous avez Guinée, vous avez Libéria, vous avez notre pays qui n'a pas de cadre légal, mais normalement, les établissements, par rapport au règlement interne des écoles, c'est que quand vous tombez dans cette situation, on vous exclut. Vous pouvez reprendre l'année prochaine. Alors, la conséquence, c'est quoi? Il faut qu'on prenne des mesures qui soient beaucoup plus globales. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce qu'il faudrait faire, c'est un plaidoyer que je suis en train, que je fais, une note technique que je vais transmettre à la ministre d'État pour qu'on comprenne comment on peut gérer cette situation. Il faut mettre en place premièrement un décret. Le décret qui va réglementer cette disposition en ce sens que la fille qui tombe enceinte, il faut noter que cette fille-là n'a pas respecté les instructions 1 de l'école. Elle peut être victime, certes, elle peut être victime. En ce moment-là, vous faites quoi pour les autres élèves qui sont à l'école, qui vont voir qu'il n'y a pas la punition? Elles peuvent tomber sous le coup de la légèreté pour se dire que nous pouvons aussi tomber dans ce genre de situation. Il n'y a rien qui aura comme décision, comme conséquence. Il y a aussi en matière de IST et MST. L'éducation sexuelle et santé reproductive n'est pas bien encadrée par nos écoles. Il faut expliquer aux enfants, renforcer les cours d'éducation à la vie. Déjà, ça a commencé à partir des premières années des cycles d'orientation. Il faut renforcer pour que les enfants prennent beaucoup plus de responsabilités par rapport aux actes qu'ils posent. Mais si jamais un enfant tombe sur cette situation, la meilleure façon d'agir en responsable, c'est de mettre ces enfants de côté. On ne les exclut pas définitivement du système éducatif. Une année après l'accouchement, ils reviennent. Vous l'avez dit, les premiers trimestres. Mais c'est très compliqué pour une femme. À tout moment, des vomissements, les enfants sont là, c'est dérangeant. Pas forcément. Hein, pas forcément. D'autres, oui, c'est pas même pour celles qui ne sont pas dans ça. Oui. Mais il faut qu'on prenne beaucoup plus de responsabilités en tant que gouvernement. Beaucoup. Dormir, en tout cas, ça n'épargne pas. Qu'on prenne des responsabilités en tant que gouvernement pour que nos enfants grandissent avec le respect des principes qui sont établis. Sinon,
on va ouvrir la porte au libertinage. Mais Monsieur Bernabé, aujourd'hui vous avez parlé de l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux également, où l'on sait que c'est vrai, les parents éduquent, les professeurs parlent, mais les enfants ont aussi d'autres professeurs actuellement, les réseaux sociaux, oui, l'internet et les réseaux sociaux, où ils apprennent énormément de choses. Et au regard de cela, on se dit c'est vrai que les enfants peuvent apprendre beaucoup de choses de l'extérieur, mais on est ici dans la mesure d'application. Si on ne parle pas d'exclusion, ça va se passer comment? Est-ce qu'il y a des mesures prises, par exemple, pour des classes où il n'y aurait que ces enfants-là pour être suivis? Par exemple, est-ce que ces enfants-là seront exemptés des tenues ordinaires de l'école? Parce qu'à un moment donné, vous le savez, si les enfants mettent des culottes, ça sera impossible. S'ils mettent des jupes, ça sera aussi impossible. Ils seront exemptés également des tenues appropriées pour l'école. Auront-ils le même temps de cours que les autres? Parce que c'est bien beau de dire non à la discrimination, mais dans l'applicabilité, ça va se passer comment? Non, j'ai ri parce que je me rappelle, j'ai vu une image dernièrement où un commandant a aligné les femmes PEM, hein, military police. Hein, toutes les femmes là, PEM, je crois qu'ils étaient une bonne quinzaine, toutes étaient enceintes. Mm-hmm. Et les colonels, hein, je crois que c'était un colonel, il est blâmé. Non. La connaissance n'est plus verticale. La connaissance, maintenant, elle est horizontale. Les enfants apprennent, d'ailleurs, ils connaissent mieux que nous. Madame, j'ai beaucoup de questions dans ma tête. Une fille, maître, dis-moi un peu, une fille qui tombe enceinte au mois de mars, elle est la première de la classe. Ta fille, elle tombe enceinte au mois de mars et l'année prend fin au mois de juillet. Vous la chassez parce que... Non, à quel âge il faut se marier? Parce que au bout, la majorité était de 14 ans. On a balancé ici que c'est 18 ans. Bon, on peut être en 5e des humanités en 18 ans, tout comme en 6e. Elle se marie. Vous faites comment? Elle tombe. Mais déjà, avant ce circulaire, on a connu des cas où, en terminale, les enfants sont en 6e et qui tombent enceintes. Les parents viennent et demandent des dérogations, par exemple, pour que l'enfant participe aux examens. Ça a été accordé. C'est la loi qui fixe les limites. Moi, j'ai connu un cas, en 1984-85, on était en première. Notre collègue, je l'ai même revu dernièrement à un deuil, elle s'est mariée à l'âge de 15 ans, elle a des enfants. Non, ne soyons pas un peu durs. J'ai tendance à croire qu'on est en train d'attaquer la ministre de l'Éducation pour rien. Elle met en application les textes internationaux et nationaux. Il ne faut pas confondre la culture. S'il y a la loi, nous sommes 450 tribus. On applique la culture de qui? Donc, quand on dit qu'il ne faut pas faire, non. Madame, il y a le réchauffement climatique. Ça va être difficile, dans les jours à venir, d'envoyer les enfants à l'école. L'enfant peut étudier à la maison. Ne soyons pas complexés qu'il faut avoir le master, il faut avoir la thèse. Ça ne nous ramène à rien. L'école doit seulement apprendre aux enfants comment gagner de l'argent. Il y a le phénomène du terrorisme. Ça va faire à ce que les gens ne vont pas aller à l'école. Il faut éviter ce qu'on est en train de croire. J'ai suivi mon ami Choukour dire qu'on est en train d'attaquer la morale. Ici, il n'y a pas la morale. À l'école, on doit apprendre aux enfants à tomber enceinte avant et devenir maman avant. Pour permettre de s'occuper de ton enfant à 25 mois de 30 ans. Mais c'est à quel Vous tombez enceinte à 35 ans. Monsieur Barnabé, on parle des élèves. On parle des élèves. Déjà, précisons des élèves, que ce sont des mineurs. Non seulement que des élèves. Quand on parle des élèves de primaire, vous l'avez dit, il y a des enfants qui à 9 ans, 10 ans tombent enceintes. Oui, à 9 ans, 10 ans, ont leur menstruation. Ouais. Donc ça veut dire en 4e, 5e primaire, elles ont leur menstruation. Là, déjà, on parle des enfants. Et quand vous parlez d'enseigner aux enfants qu'elles doivent tomber enceintes bien avant, c'est quand? Parce que on doit se dire, déjà qu'à la maison, il y a des parents qui dictent leurs lois à la maison. Pour dire, par exemple, que chez moi, à la maison,
ne peut commencer à penser à avoir des enfants, comme madame l'a dit, que lorsque vous avez fini l'université. C'est des mesures qui ne dépendent même pas de l'État. Vos histoires là-bas de l'État, c'est vous. Moi, dans ma maison, le principe est comme tel. C'est ça. C'est déjà des lois qui entrent en contradiction avec les lois de la République, mais c'est des lois de la maison, de papa et maman. Madame. Aujourd'hui, si on doit demander à ses enfants, penser que la vie, forcément, il faut avoir des enfants tôt, il faudrait pour penser. Non, il y a chaque chose à son temps. Non. Chaque chose réellement a son temps. Madame. Sinon, on dira aujourd'hui, puisque nos ancêtres ont eu des enfants à 12 ans, à 14 ans, n'envoyons pas nos enfants à l'école, attendant 14 ans, comme ça nos enfants vont faire des bébés, et puis elles vont grandir avec leurs bébés. Madame, tu es toujours, madame, on te respecte, mais tu es toujours l'enfant de ta mère. Tout le monde est mère, tout le monde est enfant. La minorité dont on parle ici, c'est-à-dire sous Mobutu, il était de 14 ans. J'ai suivi les débats au Parlement pour que ça remonte à 18 ans. La question, c'est à quel âge qu'une fille peut se marier? Les mêmes parents, je vous ai dit, les filles, vous avez écouté vos mères, qui vous ont interdites d'être des ménagères. Il faut être comme les hommes, amener de l'argent. Maintenant, Pas forcément. Ça, c'est ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Au contraire, aujourd'hui, la nature prouve que même ces femmes-là qui travaillent ont besoin d'avoir un homme et des enfants. Madame, je reviens encore. Au-delà de chercher l'argent. J'ai réformé mon raisonnement différemment. Yamin Amal, journaliste, joueur de Barça, millionnaire à moins de 16 ans. Peut-il avoir une femme, oui ou non? Le Neymar, les journalistes, beaucoup de joueurs, de millionnaires ici, ils ont vous réfléchissez, vous êtes dur pour les filles pauvres. C'est les commentaires ici parce qu'on croit que les filles pauvres ne peuvent pas tomber enceintes. Nous devons faire la démarcation entre nos émotions sur nos pauvretés. Et là, moi j'ai étudié à Bukavu en premier, une fille qui venait à Range Rover et s'est mariée en premier CO. Son père était le chef responsable qui a construit le mosquée de Bukavu. Son père était le responsable de musulmans. Est-ce que la fille a eu un problème pour terminer ses études? J'ai posé la question, tu tombes enceinte au mois de mars, on te chasse ou tu termines l'année? Donc évitez un peu d'avoir ces difficultés-là. Dans notre pays, nous avons trop de problèmes. La polygamie, c'est un problème. Tomber enceinte, c'est un problème. Nous tous, nous réfléchissons comme des catholiques. Vous pensez que les musulmans ont ces problèmes? Ou si l'État congolais avait bâti des immeubles pour scolariser les enfants. On n'allait pas avoir ce genre de discussion. Donc moi, je suis de ceux-là qui pensent que, d'ailleurs, c'est la démographie qui fait une civilisation, madame. Nous avons un problème avec Israël et un problème avec la Palestine. Nous avons un problème avec les Chinois, nous avons un problème avec les Indiens. Ils ont beaucoup d'enfants. Mais il y a des tribus ici au Congo qui font 11 à 15 enfants. Et ces gens-là étudient. D'autres ont choisi d'avoir 2 ou 3 enfants. Non, j'encourage aux gens à avoir beaucoup d'enfants. Et faites-le quand vous êtes encore fort. Une fille qui commence à mettre au monde à l'âge de 15 ans, à 25 ans, elle a fini d'avoir ses 10 enfants. Elle peut étudier et avoir son argent sans problème. Mais montez dans les avions. Allez dans les avions éthiopiens. Les filles qui font Dubaï, Inde, vous pensez qu'elles ont quel âge? Apprenez aux enfants à chercher l'argent, quitter ces complexes-là de pauvreté. Une fille qui a 15 ans, si elle a son argent, si elle est héritière, vous allez faire comment? Elle ne peut pas tomber enceinte. Non, comme madame a dit, je soutiens madame, il faut éviter la discrimination. La loi a mis les limites. Et ici, la loi autorise. Moi, j'ai eu un problème avec mon garçon. Vous savez, en psychologie, madame, une fille de 20 ans n'aime pas un garçon de 20 ans. On va considérer qu'à Zamouana. Mais à 45 ans, est-ce que les garçons ne peuvent pas prendre et la mère et la fille? Je m'excuse de cette illustration-là. Maintenant, un garçon de 20 ans, moi j'ai un garçon qui a fini l'université à 22 ans. Je lui demande de se marier. Question, elle prend une fille de son âge ou elle prend une fille de moins 6 ans? Ou moins 7 ans, une fille de 15 ans? Parce que quand vous avez le même âge, à 55 ans, le couple là sera stable. Comment? La femme est déjà ménopausée et le garçon a beaucoup d'énergie. Il est déjà de télé 50. Il ouvre un Range Rover et il est riche. Mais il n'est pas chrétien, il est peut-être musulman. Vous allez faire comment?
Donc, ce genre d'éthique, aujourd'hui, vous pensez que toutes les filles doivent se marier à 35 ans, arriver là-bas, les grossesses avec hypertension, myome et ceci, et ça pose problème. Donc, moi, je crois qu'on doit ramener les enfants à se marier autour de 20, 22 ans pour les garçons, et pour les filles, entre 14 et 16 ans. En tout cas, si vous venez chez moi, je vais vous donner ma fille sans problème. Mais, monsieur... Monsieur Choukourou, c'est vrai que c'est des réflexions, on en rit, mais c'est un point de vue. Pourquoi arriver à tout catholiciser aujourd'hui? Pourquoi arriver à tout mettre dans la religion? Et c'est vous les chrétiens, c'est nous les chrétiens qui sommes dans cette forme de discrimination. Pensons qu'il a péché, il doit être exclu comme dans l'ancien temps, les lépreux qui devaient être mis des côtés. Pourquoi toujours penser que c'est mauvais forcément? Parce qu'on le dit ici, il peut y avoir des élèves qui, entre eux, tombent enceintes d'un autre élève, par exemple, ou encore le professeur. Dans ce cas, on est dans plusieurs tableaux au même moment et on se pose beaucoup de questions quand même sur cette situation parce que, il faudrait le dire, en même temps, c'est des situations qui peuvent arriver à tous, puisque nous avons des enfants. Comment se comporter devant cela? Est-ce que l'État ne ferait pas mieux de prendre des dispositions, par exemple, pour ce genre de cas, pour que l'on ne parle pas d'exclusion, pour que l'enfant, par exemple, n'arrête pas forcément les cours, mais une prise en charge, une assistance sociale pour permettre à cet enfant. C'est vrai qu'on le dit, hein, et l'enfant peut étudier, mais dans la communauté, nous savons comment ça évolue. Nous sommes africains, nous sommes congolais, et nous savons l'œil des autres vis-à-vis de ceux ou celles, plus ou moins de celles qui acceptent d'avoir des enfants, sans attendre la cérémonie de mariage forcément. Combien plus forte raison des enfants où dans la culture l'on estime que l'enfant a essuyé l'honneur de la famille, l'enfant n'a pas fait ceci, l'enfant n'a pas respecté les normes, comme on le dit, l'enfant n'a pas obéi aux normes des parents, c'est pourquoi elle tombe enceinte. Comment arriver à concilier les deux, c'est-à-dire ne pas voir ça comme une discrimination négative et aider justement ces enfants dans l'assistance sociale? Madame, dès l'entame de mes propos sur ce plateau, j'ai soutenu que le ministère de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté a pris une mesure non mûrie. En français, on dit qu'en situation spéciale, des mesures spéciales. Pourquoi, par exemple? Parce que c'est de sa responsabilité, je parle du ministère, de réfléchir sur de nouvelles méthodes par rapport aux nouvelles réalités qui se présentent. Pourquoi, par exemple, on ne mettrait pas en place une classe qui s'occupe de cette catégorie de personnes? Par exemple, même le pays qu'on cite, notamment le Malawi, le Kenya, et je crois, voilà, Zambie. et la Zambie, ils ont pris des mesures justement d'inclusion des filles enceintes, mais ce n'est pas en cours de les grossesses, c'est après. Et je me demande qu'est-ce qui a changé, parce que c'est ce qu'il y a toujours. Parce qu'une fille enceinte, dès qu'elle a mis au monde, si elle désire poursuivre les études, elle reprend le chemin de l'école. Personne ne lui empêche. Mais pourquoi on nous amène dans ces colmatages qui va à coup sûr nous amener vers la décadence? On nous parle de... M. Barnabé nous a posé la question culture ou, je ne sais pas moi, la morale, c'est quoi? Non, monsieur. Même nos lois, si elles ne répondent pas à nos réalités, croyez-moi, elles ne peuvent pas produire les effets pour lesquels elles ont été légiférées. Et donc, la culture, elle est très importante. Et la morale. Le cas de la monogamie avec les lois, aujourd'hui, vous voyez que ça a du mal à être... Ça ne peut pas passer, ça ne passera pas. Notre société
n'est pas prête à accepter ce que le ministère de l'Éducation nous amène. Croyez-moi, ça ne va pas passer. C'est du colmatage qui ne va pas fonctionner du tout. Parce que, vous savez, Barnabé parle de la femme. Vous savez, c'est facile de parler, mais il faut le vivre. Imaginez-vous une fille, l'enseignant est en train de donner cours, et puis voilà, l'enseignant tourne et regarde la fille en train de prendre la femme que vous appelez communément tondolo. Quelle sera la réaction de l'enseignant? Quelle sera la réaction des autres condisciples? Vous voyez un peu, vous savez, c'est facile de parler, mais il faut vivre la situation en question. Et vraiment, c'est présenté dans les faits. Non, la société congolaise n'est pas prête à accepter cela. Vraiment qu'on cherche autre chose, mais ça ne va pas marcher. Nous avions proposé qu'on crée une classe spéciale, parce que c'est une situation spéciale. Mais c'est aussi une forme de discrimination toujours. Mais déjà, quand elle prend sa grossesse de manière à la... Elle se discrimine déjà. Elle-même qui s'auto-discrimine. Madame Clarisse, vous êtes dans le processus d'accompagnement. C'est vrai que c'est difficile de ne pas être dans les normes. La population, l'homme a toujours cette tendance de voir différemment les choses lorsque c'est pas conforme à lui. On est aujourd'hui en train de parler de cette société, la société de demain. On évoque la jeune fille, c'est comme un tout petit peu où l'on parlait de cas de viol. On a plus parlé, lorsqu'on parle de viol, on voit plus la jeune fille. Alors qu'aujourd'hui, on ne va pas le nier. Autant les jeunes filles sont violées, autant les jeunes garçons sont violés. Mais en avant-plan, on présente toujours la jeune fille. Autant les femmes, les jeunes filles vont tomber enceintes, autant les jeunes garçons vont engrosser les jeunes filles. C'est des mesures justement qu'il faudrait aujourd'hui étudier. Si la forme de discrimination ou la forme d'accompagnement, d'assistance sociale, ça va se faire comment? Merci madame pour la parole. Moi je crois que ces débats, ça fait débat, ça continuera à faire débat. Parce que les avis restent vraiment partagés, chacun va parler dans sa peau. Moi je continue à parler dans ma peau d'assistante sociale. Peut-être que ça va déjà faire partie des recommandations. Quand j'étais en train d'insister sur la présence des assistants sociaux à l'école, c'est parce que je voulais dire que bien que ce soit le ministère de l'Éducation qui a les leads, mais ça doit demander la transversalité. Parce qu'il doit y avoir de mesures d'encadrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au ministère de la Santé, qui est du secteur social. Genre, famille, enfant. Par rapport au ministère du genre, famille, enfant. Par rapport au ministère des Affaires sociales. Par rapport au ministère soit de l'Intérieur. Par rapport au ministère de la Justice. Ça doit avoir une transversalité. Vous savez, à un moment, nous qui fûmes jeunes filles, quand on avait les menstruations, des fois on nous disait qu'il n'est pas possible de faire l'éducation physique. Mais comme c'était un processus pour l'intégration de jeunes filles, parce que quand la jeune fille a sa menstruation, elle s'excluait, elle ne venait pas à l'école. Mais à ce jour, moi je ne pense pas. Parce qu'on nous a dit comment utiliser la bande hygiénique. Comment utiliser la bande hygiénique, mais bien l'utiliser pour que ça ne puisse pas mettre mal à l'aise les autres qui sont en classe. Et aussi, quand vous arrivez par exemple dans les aéroports, dans les grands hôtels, dans les restaurants, on vous dit que c'est non-fumeur. Mais on demande à ce que celui qui va prendre sa cigarette puisse se retirer. L'hôtel a fait quoi? L'aéroport a fait quoi? Il a mis à quelque part un endroit comme nous faisons la poubelle. S'il faut manger les tonnes de l'eau, et la personne est quand même a toute son intelligence, il va directement dire soit je vais aux toilettes, soit il va aller dans ce coin-là qui est pourvu pour faire ce genre de choses. C'est ça là les mesures d'application. La salle d'allaitement jusqu'à aujourd'hui dans les travails, ça n'existe pas, les heures d'allaitement là. Il n'y a pas de demandez au bureau là-bas les temps d'allaitement. Moi je sais. Vous pouvez venir avec vos bébés, vous les laissez là-bas, les temps d'allaitement. Ça n'existe même pas pour nous les adultes qui travaillons. Je sais que
dans le ministère des Affaires sociales, il y avait les foyers sociaux. À ce jour, nous voyons ça dans les écoles de l'éducation nationale où on met le jardin d'enfants. Parce qu'une mère qui travaille n'avait pas besoin d'avoir une bonne à la maison. Ce qu'il avait besoin, c'est aller au ministère des Affaires sociales, mettre son enfant dans le foyer social. Jusqu'à l'heure où le travail va finir, il va récupérer son enfant. À ce jour, les choses soit ont changé, soit ont évolué. Je ne sais pas si c'est positif ou c'est négatif. On amène les bonnes à la maison. Et vous savez les conséquences. Vous savez les conséquences d'avoir une bonne à la maison. Et lesquelles, madame? Ils viennent de sous-maman? Soit, merci. Pas Soit, forcément, pas forcément. Soit des sous-mamans, soit ils ne font pas ce que la maman, moi qui suis sa mère, peut faire à la place des C'est une autre éducation que l'enfant reçoit. Mais s'il y a une éducatrice sociale affectée à ces sujets, il va faire ça pour avoir son argent. Il va faire ça parce que c'est dans ses attributions. Aujourd'hui, les affaires sociales, les foyers sociaux n'existent que de nous, alors que dans l'ancien temps, ça existait. Donc ça signifie quoi? Du ministère des Affaires sociales. Ça signifie quoi? Dans les écoles, on doit créer les centres d'écoute pour non seulement la promotion ou la protection, mais aussi pour la prévention. Parce que Maître a parlé de l'amour scolaire qui existe et qui existait. Il n'est pas monsieur Olivier Sambaye. Je suis philosophe. Philosophe. Okay. Monsieur le philosophe nous l'a dit tout à l'heure qu'il fallait, je m'excuse, il a dit tout à l'heure, il fallait mettre les mesures d'encadrement. Moi, je propose déjà qu'il y ait des centres d'écoute à l'école. Pour prévenir. Mais il y en a déjà dans certaines écoles, il y en a des psychologues qui écoutent les enfants qui étudient. Je me rappelle, il a parlé de l'amour scolaire, que vous pouvez déjà constater. Il y avait à l'ancien temps un orientateur scolaire qui peut déjà détecter ça. Appeler, inviter à des heures où l'enfant est libre, où les enfants, s'ils sont de la même école, sont libres. Mais les vraies questions, c'est que dans les écoles aujourd'hui, il y a des mesures qu'il faudrait prendre, que la ministre devrait prendre, que l'on ne prend pas. En lieu et place de s'occuper des cas des enfants enceintes, des enfants qui ne sont pas enceintes, mais que vous prévoyez qui pourraient être enceintes. Aujourd'hui, par exemple, les cas des assistants sociaux, les écoles aujourd'hui ne répondent pas aux normes. Les écoles qui sont à côté des bars, les écoles qui étaient des maisons aujourd'hui, où il n'y a pas de cours de récréation. Dites-nous, aujourd'hui, pour commencer à parler des écoles, des enfants qui doivent aller dans ces écoles-là, il faudrait que les écoles répondent aux normes. Aujourd'hui, avec la gratuité, la plupart des écoles viables, on compte 50 à 60 élèves dans une salle de classe. Nous avons dit que c'est un processus. Dans tout ce qu'on publie, comme décision, décret, loi, comme c'est fait par des hommes, il y a toujours des imperfections. Il y a toujours une force, il y a aussi une faiblesse. Mais nous, avec nos émotions, problème, Madame Clarisse, nous voyons que les faiblesses... Non, Madame Clarisse, pourquoi on n'inverse pas la tendance? Commencez d'abord par mettre ces écoles dans les normes. Mettre ces écoles dans les normes, et en parlant des normes, on peut associer à cela, parce que je ne vois pas une aussi grande école. À l'époque, permettez-nous, il y a des écoles aujourd'hui où la grandeur et l'immensité est indiscutable. Les normes de salles de classe est indiscutable. On en a vu des écoles que nous avions connues, des écoles Massamba, les écoles, le complexe scolaire Cardinal Maloula. Vous voyez que ce sont des écoles qui sont aux normes. Les écoles conventionnées catholiques, c'est des écoles qui sont aux normes où on peut facilement créer des directions, des structures pour accompagner, et ça ne va gêner personne. Mais dans ces écoles-là où il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. C'est ce que nous disons, que c'est un processus. Il y a toujours un côté positif, il y a toujours un côté négatif. Et dans toute activité, il y a aussi toujours une phase expérimentale, soit une phase préparatoire, soit une phase pilote. Maintenant qu'on a dit, et que ça fait débat, la ministre ou son staff doit suivre ce genre de débat pour en tirer les conséquences. Les conséquences qui sont positives et les conséquences qui sont négatives, pour arriver à une bonne conclusion. Parce que ce qu'elle a fait tout à l'heure, j'étais en train de dire, ce n'est pas qu'une initiative qui vient de tomber comme ça. Elle s'appuie sur quelque chose. Entre autres dans la loi cadre, entre autres dans la Constitution, entre autres dans la loi portant protection de l'enfant. Elle a tiré ça de quelque part.
Et moi, je dirais que, comme les autres ne l'ont pas dit, je dirais que c'est une décision mûrie. Mais que nous devons encadrer. Monsieur Olivier Sambaye. D'accord. Monsieur Olivier Sambaye. Comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de décisions qu'il faudrait prendre. Par exemple, le sport dans les écoles, amener les jeunes filles, les jeunes garçons à pratiquer du sport. Actuellement, c'est comme si nous sommes tombés dans ce piège-là des réseaux sociaux, de l'Internet, où on parle plus du sexe, le sexe à tout bout de champ, on chante le sexe, on parle du sexe, on voit le sexe partout. En lieu et place de mettre en avant le côté positif. Le sport, par exemple. La pratique du sport dans les écoles, la sensibilisation, justement, le théâtre dans les écoles. On a vu, on nous a construit ici le centre culturel. Toutes ces bonnes choses que les élèves pouvaient apprendre au niveau des écoles, il n'y en a pratiquement plus. L'éducation physique, c'est à peine que les enfants le font. Le sport, c'est à peine que les enfants le font. Les tournois interscolaires, c'est à peine que ça existe. Le théâtre, c'est à peine. La musique, c'est à peine. Les spectacles, nous faisions des spectacles au Palais du Peuple. Le vrai Palais du Peuple qui n'est pas devenu Parlement aujourd'hui. Il y avait des enfants soleil que nous étions en train d'aller en vacances pour soit faire des spectacles ou assister à ces spectacles-là. Tout ça a disparu au profit du sexe. Du sexe. Finalement, on se pose la question, est-ce que ça nous a tous pris dans la tête, parler sexe à tout bout de champ? Non, vous savez, dans la politique, à un certain moment, on peut agir de telle sorte qu'on devienne dans une situation d'écran. C'est-à-dire, vous voulez ce qu'on vous voit. Or, quand on vous voit, ce n'est pas conforme à la réalité. On puisse applaudir ou qualifier que c'est bien, mais dans la vraie vie, vous n'êtes pas la personne qu'on voit sur l'écran. Exactement. Alors, la décision de la ministre qui incarne la politique éducative de toute une nation dit ceci: tout établissement scolaire doit faciliter le maintien des élèves et filles enceintes sans exigence administrative ou scolaire discriminatoire. Rien ne justifie l'exclusion des filles enceintes au système éducatif dès lors qu'elles n'ont pas manifesté l'intérêt de quitter l'école conformément aux engagements nationaux et internationaux en faveur de l'éducation. Ce qui veut dire que cette disposition, c'est beaucoup plus par rapport à un engagement international. Il va falloir montrer que nous sommes dans les normes conformes, UNESCO, UNICEF, vous avez pris disposition, on s'y conforme. Et pourtant, sortons de l'écran, rentrons dans la vraie vie. Quels sont nos problèmes? Quels sont les problèmes de l'éducation? Quel est le système éducatif congolais? Est-ce que ça répond réellement à nos problèmes? Est-ce qu'on a pensé à la mise en place du renforcement des capacités morales de nos enfants? Quel est le contenu du cours de l'éducation morale? Morale, science qui étudie le bien et éviter le mal. Quel est le contenu national du cours de l'éducation à la vie? C'est ça, ce qui devait préoccuper au fait la ministre, de telle sorte qu'avec toute son équipe, qu'on arrive à renforcer les capacités de nos enfants, de telle sorte qu'ils puissent éviter de façon automatique des actes illicites, répréhensibles, qui puissent ternir, détruire leur vie. Parce qu'il y a trois types d'éducation. Il y a l'éducation familiale, on l'avait dit, l'éducation scolaire, l'éducation diffuse. Qu'est-ce qui doit prévaloir sur l'autre? Et pourtant, on devait aller tous, surtout l'éducation scolaire et l'éducation familiale. Mais comment on doit éduquer les enfants à la maison en leur demandant de ne jamais poser des actes immoraux? Mais à l'école, l'enfant arrive, voit un enfant qui a commis un acte contraire à ce qu'on lui apprend à la maison, et voilà, il devient confus. Il faut se dire, quelle est la voie que je dois suivre? Il faut renforcer les contenus du système éducatif. Pensons par rapport à nos problèmes. Et c'est là, je peux évoquer encore un autre cas. Contenu éducatif par rapport à nos problèmes, parce qu'on parle du ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui, des initiations à la citoyenneté. Parlons de la construction de la mémoire historique. Quel est le contenu des cours de l'histoire? On parle parfois de Patrice Emery Lumumba, on ne connaît même pas les noms de son père ou de sa mère. Quel est le contenu des cours de l'histoire? Quel est le contenu des cours de l'éducation? Il faut renforcer les enfants dans ces cas-là pour que l'on ne puisse pas tomber dans ce genre de situations qui détruisent la vie de nos enfants, qui va ouvrir la voie vers le libertinage. On n'a plus de loi, on n'a plus des interdits. Les enfants seront appelés à faire quoi que ce soit. Je pose la question si je n'ai pas reçu la réponse. Et si le père, c'est son condisciple ou son aîné scientifique de 6e année ou de 5e année, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Et si le père, c'est l'enseignant, et
Et si le père, c'est le préfet ou le directeur des CP, qu'est-ce qu'on va faire de lui? On va détruire la psychologie des enfants, alors qu'il faut renforcer leur capacité pour qu'ils grandissent en personnes responsables. Il faut responsabiliser les enfants dans les actes qu'ils posent. Il y a ce qu'on appelle les maladies sexuellement transmissibles, les infections sexuellement transmissibles. Les enfants doivent avoir peur d'avoir des relations non protégées en disant qu'ils vont avoir des infections sexuellement transmissibles. Ils vont tomber dans cette... C'est ça le renforcement qu'il faut faire. Ce n'est même pas avoir peur des relations non protégées. Peur d'avoir des relations seulement. Des relations et des relations non protégées. Les enfants ne doivent pas avoir peur de faire des relations. Dans la globalité, qu'on donne les informations qu'il faut aux enfants pour que ces enfants grandissent en posant des actes responsables. Monsieur et non Sambaï. l'irresponsabilité qui devait détruire en fait la vie des enfants. Monsieur Sambaï, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. On a même débordé de 10 minutes. Grand merci à vous. Monsieur Barnabé, nous vous disons grand merci. Grand merci également à M. Chokoro, grand merci à M. Olivier Sambaï, Mme Clarisse. Grand merci également à vous. Se départir des sentiments, regarder objectivement la chose. Oui, voyons la société congolaise, voyons le mœurs congolais et agissons en toute responsabilité. Et mesdames, messieurs, il serait mieux de temps en temps parler autre chose parce qu'apparemment la société c'est devenu politique, musique, sexe. Alors qu'il y a autre chose, il y a la santé, il y a le sport, il y a la musique, il y a le théâtre. Faites la promotion également de cela pour permettre à la jeunesse de connaître aussi autre chose. Autre chose, c'est entre autres le sport, la culture, la danse, la poésie, la philosophie. Mesdames, Messieurs, c'était un réel plaisir, oui, de partager ce moment avec vous. Des points de vue divergents, oui, pour nous aider à comprendre mieux la situation et aider également les dirigeants à mieux se décider. C'est un réel plaisir, on se retrouve très prochainement.